Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des rendez-vous éco-responsables. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité et nous avons deux experts pour nous présenter tous les enjeux autour de ce thème. Donc, Mathieu Rollin, vous êtes gérant chez Thématix et vous gérez un fonds dédié à la sécurité, sans surprise. Et François Henolf-Jas, vous êtes président d'Oxybos, une start-up de sauvegarde sécurisée, et vous êtes aussi vice-président au sein de l'ACN. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur l'ACN ? Bien sûr. L'ACN, c'est l'Alliance pour la confiance numérique. Donc, c'est l'association, c'est en fait l'organisation professionnelle représentative de l'industrie de la cybersécurité en France. D'accord, donc voilà, on a un porte-parole important sur ces sujets. Alors, la cybersécurité, de loin, ça peut sembler un thème très technique, réservé aux ingénieurs informatiques, mais on va voir en fait que c'est un thème qui imprègne vraiment toute notre société, qui va des sujets comme aussi bien de géopolitique que de technologie. Et on voit, il y a eu un exemple récent, il y a fin novembre, alors même que les députés venaient de voter une directive demandant aux États membres de renforcer leur action pour se protéger contre les cyberattaques, le Parlement européen, le site du Parlement européen a été attaqué par des activistes qui se sont revendiqués d'être pro-Kremlin. Donc on voit vraiment autour de ces sujets de sécurité, les enjeux sont globaux, ils touchent à la souveraineté des États, à des questions technologiques, mais on va aussi s'interroger sur des sujets plus techniques, boursiers, parce qu'on voit que les fondamentaux économiques sont très bons, il y a une très forte demande, et pourtant les valeurs ne semblent pas très bien valorisées. C'est avec vous Mathieu qu'on verra ça. Mais peut-être pour commencer, François, je voulais vous demander, de façon un peu large, c'est quoi ces cyber-risques ? Ça semble très diffus, on voit bien que ça touche aussi bien les particuliers que les entreprises, les États. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation globale de ces risques ? Bien sûr, alors en quelques mots, la cybersécurité, c'est surtout pas quelque chose qui n'a trait qu'à l'informatique. L'informatique n'est qu'une composante de la cybersécurité. La cybersécurité, aujourd'hui, c'est un risque organisationnel global, puisqu'il y a des attaques aussi bien effectivement sur des infrastructures informatiques qui visent directement des personnes, donc des choses qui vont avoir trait, par exemple, à la fraude au président, au vol d'identité, donc qui sont des choses qui vraiment ont trait à l'individu directement. Quelques éléments macro. En France, on a la chance d'avoir cybermalveillance.gouv.fr, donc qui est une entité créée à l'initiative de l'État pour justement sensibiliser et accompagner les victimes en matière de cybersécurité, et qui regroupe une augmentation globale de 95% de la menace cyber en 2021. Je n'ai pas encore les chiffres 2022, évidemment, puisque je m'appuie sur le rapport d'activité. Et au sein de ces menaces, pour donner un chiffre global, on parle de 167 000 signalements de victimes d'actes de cybermalveillance, pour reprendre la terminologie, au sein de l'année 2021. Et parmi elles, la menace numéro 1, évidemment, c'est la menace qui a trait directement aux données, qui sont les menaces liées ransomware. Et ça, ce sont des menaces qui aujourd'hui sont absolument explosives. Expliquer plus les menaces liées au ransomware. Bien sûr. Alors, le ransomware, rançongiciel, pour parler en bon français, c'est, je veux dire, ce que peut-être on a tous connu à un moment donné, qui est d'ouvrir l'ordinateur un jour et d'avoir un message qui nous réclame une rançon, nous expliquant que tous nos fichiers sont chiffrés, qu'ils sont devenus inaccessibles et qu'on doit payer la rançon pour pouvoir accéder à nouveau à ces fichiers. Et on a peut-être l'image parce que... C'est ce qu'il y a de plus courant comme attaque. C'est absolument... Alors, c'est ce qu'il y a de plus courant pour les entreprises, c'est ce qui est le plus déclaré effectivement aujourd'hui pour les entreprises, et c'est ce qui a le plus fort impact économique. Il faut savoir que la rançon moyenne réclamée aujourd'hui par les pirates s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros en moyenne. Les rançons payées, heureusement, sont inférieures, c'est toujours une phase de négociation. Mais c'est que la partie, je dirais, émergée de l'iceberg, puisqu'en fin de compte, quand on a une attaque ransomware, on a systématiquement des fuites de données. Alors les fuites de données, évidemment, rentrent sous le coup juridique de la Réglementation générale pour la protection des données, RGPD, et vont déboucher sur d'autres attaques, telles que le vol d'identité, telles que la fraude au président, et ainsi de suite. Qui attaque, en fait ? Alors, historiquement, on a souvent l'image du hacker adolescent, tout seul dans sa chambre, boutonneux, avec un sweat à capuche. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. Il y a une vraie industrialisation des cyberattaques. C'est extrêmement rentable. C'est un marché pour les attaquants. C'est un marché de l'ordre de 20 milliards de dollars par an, ce qui est estimé, évidemment, c'est une estimation, mais on estime que ça rapporte de l'ordre de 20 milliards de dollars. Donc évidemment, on est face à des organisations mafieuses. Voilà, on n'est plus du tout à l'époque de l'amateurisme. On est aujourd'hui sur des vrais professionnels qui sont très organisés, qui sont parfois soutenus par des États
et qui sont capables de mener des attaques à très grande échelle, et qui sont des attaques aussi bien ciblées, parce qu'on a tous, je pense, en tête des cas de grandes cyberattaques qui ont défrayé la chronique. On peut citer l'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonnes il y a quelques mois. On peut citer plusieurs mairies qui ont été attaquées et qui ont largement communiqué en la matière. C'est plus facile quand on est une administration publique, évidemment, de communiquer. Mais il faut voir aussi que ça, sont les têtes d'affiche. Derrière, on a toutes les petites TPE, PME, toutes les petites collectivités territoriales qui peut-être communiquent moins parce que ça a un impact plus fort pour eux et aussi qui peut-être aussi tout simplement intéressent moins la presse. C'est plus difficile de parler peut-être d'une mairie de 200 habitants que de parler quelque chose qui affecte, dans le cas de l'hôpital sud-francilien ou dans le cas de l'AP-HP, plus d'1 million de personnes. Les données de plus d'1,4 million de patients français aujourd'hui ont été exfiltrées par des pirates dans le cadre de ces attaques. Mathieu, François nous disait que certains de ces hackers sont soutenus par des États. Donc il y a clairement des enjeux de souveraineté derrière, des enjeux de réglementation aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces enjeux de géopolitique et cybersécurité? C'est ce qu'on voit notamment avec le conflit en Ukraine avec la Russie. Oui. En fait, ce conflit a commencé un mois avant sur les réseaux. Nous, on a vu simplement ce qui se passait sur les champs de bataille, les chars, les canons, etc., toutes ces atrocités. Mais il faut bien voir que ça avait déjà commencé sur les réseaux Internet avant ça. L'Ukraine s'est dotée d'une armée IT, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volontaires à travers le monde pour aller défendre l'Ukraine. Pas forcément des Ukrainiens. Pas forcément des Ukrainiens. Ils ont réussi à collecter un certain nombre de passionnés, de gens qui ont des idéaux, qui ont voulu défendre à leur manière l'Ukraine sans aller sur le champ de bataille et mettre un casque lourd, mais en restant derrière leurs écrans. Et on se rend compte que maintenant, une guerre, ça se fait à la fois sur le champ de bataille, c'est ce qu'on voit aux informations, aux journaux télévisés, mais ce qu'on ne voit pas, c'est effectivement tout ce qui se passe sur Internet. Et là, il se passe des choses très, très importantes. Alors, ce n'est pas uniquement en période de conflit. On sait qu'il y a beaucoup d'États qui cherchent à voler des secrets industriels, la Chine notamment. On sait qu'on a des puissances du mal en termes de cyberattaques. Alors, on a la Chine, on a l'Iran, on a la Corée du Nord. Du côté du bien, soi-disant, on a les États-Unis, mais qui attaquent aussi. Donc, en fait, tout ça, c'est une grosse... L'Europe, on se défend. Le Royaume-Uni est un pays qui est très attaqué. La France aussi. L'Allemagne avait été attaquée. Est-ce que les défenses en Europe sont à la hauteur des attaques? Alors, le problème de ces moyens de défense, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on doit se défendre. En fait, ce qui se passe, il y a une notion peut-être qui est intéressante à avoir en tête, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus digital, où on connecte de plus en plus d'objets au réseau informatique. Et encore plus depuis le Covid et depuis qu'on a décidé de travailler depuis chez nous. Travail à distance. Maintenant, on doit connecter ce qu'on appelle des objets, un objet, c'est-à-dire un téléphone, un ordinateur, une tablette, etc., à un réseau informatique. C'est-à-dire que les besoins ont changé. C'est-à-dire qu'on doit maintenant avoir des réseaux informatiques qui sont capables d'accepter que tous ces objets se connectent sur ce réseau. Sauf que les réseaux ne sont pas taillés pour ça. Les réseaux d'hier ne sont pas taillés pour les nouveaux usages. Donc, c'est pour ça que toutes les entités, c'est-à-dire les entreprises, mais les administrations aussi, les collectivités, les hôpitaux, qui sont, on le voit dans les rapports du cyber, pour reprendre votre exemple, parmi les plus mal protégés, tous doivent s'adapter aux nouveaux usages. Et c'est pour ça que... Alors, c'est compliqué de répondre exactement à votre question. Est-ce que l'Europe est bien préparée par rapport aux autres? Je crois que globalement... Absolument, il y a une prise de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est quand je discute avec des entreprises de cybersécurité, elles me disent, maintenant, les dossiers de cybersécurité sont sur le haut de la pile des PDG. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était, je dirais, la chasse gardée du responsable de la sécurité informatique. Le PDG ne savait pas vraiment quels étaient les outils de protection. Maintenant, c'est devenu une priorité. Donc on voit que les mentalités changent et on voit justement, ça traduit ce besoin toujours plus important de sécurité digitale, de cybersécurité, parce qu'on le voit, notre économie est de plus en plus digitale, on met de plus en plus de choses très personnelles. Maintenant, notre relation avec les impôts, c'est par Internet. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, imaginez le nombre d'informations extrêmement personnelles qu'on donne à l'administration de façon digitale. Tout ça, il faut que ce soit extrêmement bien protégé parce qu'on voit bien que si demain, on n'a plus de cybersécurité, si demain, toutes les entreprises de cybersécurité font faillite, on se retrouve dans un monde à la Mad Max. Ouais. C'est le chaos. C'est le chaos. Et les PME, là, on a plutôt... Vous vouliez dire un mot? Oui, juste dire un mot sur l'aspect géopolitique. Effectivement, vous avez évoqué très justement l'armée informationnelle ukrainienne qui mène surtout des opérations d'influence dans le cyberespace.
On peut aussi évoquer le fait que l'armée russe et le gouvernement biélorusse aient édité ce qu'on appelle des wipers. J'ai expliqué tout à l'heure le principe du rançongiciel. Le wiper, c'est la même chose, mais il est encore plus bête et méchant. C'est-à-dire que lui, il se contente juste de tout supprimer. Donc il y a deux wipers, effectivement, édités par la Biélorussie et la Russie, respectivement, qui ont été identifiés dans la nature. Donc effectivement, il y a une notion d'armement cyber, en tous les cas, ou en tout cas de cyberattaque coordonnée vers des États et des groupes de ransomware qui sont très connus, par exemple, qui sont basés dans des pays russophones et qui n'attaquent jamais les pays membres du CIS, Commonwealth of Independent States, le successeur de l'URSS. Donc ça fait effectivement partie des aspects absolument cruciaux. Dans les risques pour l'entreprise, parce qu'on a évoqué, je dirais, le risque de rançonnage, mais il y a aussi un risque plus évident, plus ancien, qui est le risque d'espionnage industriel. Les cyberattaques sont souvent aussi un outil pour obtenir un avantage stratégique. Et on a eu plusieurs cas, évidemment, non publicisés, mais dont on a pu voir les échos et les effets, effectivement, donc au niveau économique. Si on simplifie, vous avez le pirate un peu bête et méchant qui va faire une attaque pour demander une rançon, et peut-être celui qui est plus structuré ou qui est derrière il y a d'autres enjeux, qui est téléguidé pour avoir des renseignements par la concurrence. Est-ce qu'on peut dire, puisqu'on peut un peu structurer comme ça deux pôles pour les entreprises? Alors, je nuancerai un petit peu, déjà parce que personne n'est bête dans cette histoire, méchant peut-être, mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est extrêmement rentable ces attaques entre guillemets bêtes et méchantes, donc non, c'est pas très bête, mais je dirais qu'il faut séparer effectivement les opportunistes, qui eux vont s'intéresser au fait qu'il y a une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément qu'ils sont en train d'attaquer un hôpital, ils ne savent pas forcément qu'ils sont en train d'attaquer une collectivité territoriale ou une PME ou un grand groupe, mais juste ils voient une porte ouverte. Donc ils vont rentrer dans la porte et puis ils vont essayer, je veux dire, l'analogie qui est évidente et qui fonctionne, c'est quelqu'un qui fait le tour des portes des maisons dans un village pour voir lesquelles sont juste déverrouillées ou quelle porte-fenêtre a été laissée ouverte. Ça, c'est l'opportuniste. À côté de ça, effectivement, il y a des attaques ciblés avec des groupes très organisés. Alors ça a été théorisé. Et qui revendent les informations après à ceux à qui... Alors tout le monde revend les informations après. La fiche de paie d'un salarié français, avec sa carte d'identité, donc tout ce que la RH conserve, je dirais, sur tous les salariés de France, sur le dark web, ça vaut à peu près 200 € pièce. Donc forcément, quand on a eu un système, quand on a eu accès à ces informations-là, on va les utiliser, on va essayer de les revendre et de les monétiser. D'accord. Et Mathieu, pour revenir, donc vous disiez depuis le Covid, il y a donc beaucoup plus de données sont numérisées, donc il y a un sujet vraiment technologique, un peu de course, pour moderniser tous les réseaux. Est-ce que les PME s'en sortent? Parce que on voit bien que les grands groupes ont beaucoup de moyens, vous disiez que les PDG s'en occupent. Pour les PME, elles arrivent à... Comment elles font face à Pour les PME, c'est plus compliqué parce qu'il faut être structuré pour avoir déjà conscience des risques cyber. Il faut avoir un responsable de la sécurité informatique, donc il faut déjà avoir une architecture IT d'une certaine taille. Et c'est vrai que sinon, en effet... Parce qu'elles sont tout autant numérisées. On a vu pendant le Covid, tout le monde, même tous les petits magasins du coin de la rue, sont passés sur Internet. Mais est-ce que derrière, ils ont les derrière, quand on est une petite société, il y a des solutions clés en main qui fonctionnent très très bien, proposées par de très bonnes sociétés. Mais c'est vrai que c'est un peu moins du sur-mesure. Et quand on est une grande entreprise, on arrive à avoir des solutions de protection qui s'adaptent parfaitement au périmètre de l'entreprise. Quand on est une PME, c'est des choses qui sont un petit peu plus standardisées, mais ce qui n'empêche pas d'avoir une bonne protection. Simplement, il faut que les patrons d'entreprise aient conscience de ce risque. Alors de plus en plus, parce que quand on voit son concurrent principal, son petit copain se faire pirater, on se dit mince, il faut aussi que je renforce ma sécurité. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est triste à dire, mais plus on voit dans les médias de nouvelles sur des cyberattaques des entreprises qui ont été piratées, et plus ça renforce les investissements, parce que, encore une fois, les patrons, les PDG, prennent conscience de ce risque et se rendent compte qu'il y a plusieurs conséquences d'une cyberattaque. Il y a un risque de réputation. Imaginez une banque qui se fait pirater. Demain, je ne suis pas persuadé que vous ayez envie d'aller ouvrir un compte ou laisser de l'argent dans cette banque parce que vous vous dites, c'est pas très sûr. Et puis, il y a le risque réglementaire. Vous avez cité RGPD tout à l'heure. RGPD, c'est la réglementation européenne de protection des données, qui dit que si une entreprise se fait pirater des données clients et qu'elle n'est pas capable de prouver qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger ses données, elle peut recevoir une amende qui est de soit de 20 millions d'euros, soit 4% du chiffre d'affaires. C'est des sommes conséquentes, donc ça fait réfléchir. Donc si on investit potentiellement cette amende dans des solutions de cybersécurité, on résout tous les problèmes d'un coup. Mais ça, il faut en avoir conscience. Donc vous avez vos propres intérêts,
qui vous pousse à vous protéger. Et puis la réglementation aiderait ceux qui n'ont pas encore pris conscience à qui sont un peu dur d'oreille. Bon, il y a la réglementation qui les pousse qui fait une encore. bonne corde de rappel. C'est ça. Et du coup, nous, pour rentrer dans le cœur de notre sujet, qui est l'épargne, donc on comprend que c'est une tendance très forte qui augmente, qui a une demande importante des entreprises, parce que de l'autre côté, les pirates ne désarment pas, loin de là. Donc pour l'épargnant, comment on peut concrètement, c'est tout ça pour l'instant, on était dans des sujets très stratosphériques, donc on est arrivé sur les entreprises, on voit qu'il y a des logiciels, il y a de la technologie derrière, et pour l'épargnant, comment concrètement il peut profiter, on va pas profiter, le terme ne serait pas tout à fait juste, mais comment il peut se placer sur cette tendance? Ce qui est intéressant avec l'investissement en cybersécurité, c'est que la plupart de ces entreprises ont des rythmes de croissance extrêmement sûrs, certaines mesures, et avec une extrêmement bonne visibilité, parce que comme vous le dites, les menaces sont de plus en plus sophistiquées, sont de plus en plus dures. Donc il faut en permanence soit acquérir de nouvelles solutions de sécurité, ou soit améliorer les solutions de cybersécurité existantes. Donc ça confère une caractéristique de croissance des revenus à ces entreprises, qui d'un point de vue investisseur est extrêmement intéressante. Et l'autre caractéristique intéressante de toutes ces entreprises de cyber, c'est toute cette partie résilience. Pourquoi? Parce que croissance et résilience, là on a l'idéal. Là, on a l'idéal, en tout cas dans les caractéristiques de ces entreprises. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, on ne va pas couper ces dépenses de sécurité. Comme je vous disais tout à l'heure, si on n'a plus de société de cybersécurité, si on ne fait plus appel à ce type de solution, on a un chaos total. On est un monde à la Mad Max, sans règles, tout s'effondre parce que notre monde maintenant repose énormément sur tous ces éléments digitaux, tout ce monde digital soutient le monde dans lequel on vit. Donc d'un point de vue investissement, on a différents segments de la cybersécurité qui sont intéressants. Alors il y a toute la partie protection des données, centre de données, data center, sauvegarde aussi sécurisée. J'ai la chance d'avoir un spécialiste à côté de moi. Il y a toute la partie qui est liée à l'architecture des réseaux. Je disais tout à l'heure, le Covid a fait que du jour au lendemain, beaucoup d'entreprise ont dû permettre à leurs salariés de se connecter depuis chez eux au réseau de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'avant, on avait... alors, c'est une petite comparaison, c'était le château et les remparts. C'est-à-dire qu'on passait le pont-levis et après, on avait accès à toutes les pièces du château. Ça, c'est quand on passait ce qu'on appelle le pare-feu, le firewall du réseau informatique, pour rester très simple. Le problème, c'est que quand vous avez beaucoup de gens à l'entrée, ça pousse, et puis à un moment, le pont-levis il craque, et puis voilà, tout le monde a accès au château. Dans le monde nouveau, alors je vais dire juste un terme barbare une seconde, ce qu'on appelle le zéro trust. C'est dit, c'est une nouvelle architecture. Un terme barbare, une définition. Allez, une définition simple. En gros, ça permet de connecter n'importe quel objet à un réseau informatique via Internet, et l'élément de sécurité est lié à l'utilisateur et n'est plus lié à l'objet. Donc c'est plus l'adresse IP, la fameuse adresse IP qui identifie chaque objet qui va être l'élément moteur, l'élément clé de sécurité, c'est l'identité de l'utilisateur. Et par défaut, chaque objet qu'on va connecter va être quelque chose de malveillant. Donc il faut montrer patte blanche. Et donc ça permet d'avoir une connexion ultra sécurisée sans problème de capacité. Parce qu'un des gros défis quand le Covid est arrivé pour connecter, prenez une grande société qui aura 10 000 employés par exemple, connecter du jour au lendemain 10 000 employés à un VPN, donc c'est une connexion à distance, c'est comme un tube en plexi, comme ça, un tube en plexi, c'est fixe. Donc vous ne pouvez pas augmenter la taille de ce tube. À un moment, vous pouvez faire passer une certaine quantité, pas plus. Quand vous êtes sur une architecture Zero Trust, vous pouvez mettre 20 000 personnes ultra facilement. Il y a des sociétés. On a des sociétés qui vendent des solutions spécialisées là-dessus, qui s'occupent de revoir toute votre architecture. Mais ça implique aussi un nouveau segment, tout ce qui est sur la gestion de l'identité. Parce qu'encore une fois, comme ça je dirais que c'est un troisième sous-secteur, c'est tout ce qui est gestion de l'identité. Données, architecture, gestion de l'identité. Gestion d'identité, à la fois pour les utilisateurs, employés, pour les clients, pour les administrateurs réseau aussi, c'est un segment extrêmement particulier. Et puis il y a aussi tout ce qui est détection et réponse. Donc, très simplement antivirus et super antivirus boosté pour faire très simple. Ça, c'est le truc pour faire très simple. Mais là, il y a aussi beaucoup de sophistication, il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine-là. Et c'est vrai que dans tous ces différents segments que j'ai mentionnés, on a des opportunités d'investissement qui sont extraordinaires. D'accord. François, vous voyez, vous êtes, même par votre entreprise et votre poste plus de hauteur sur le secteur, est-ce que vous voyez arriver de nouvelles, des nouvelles tendances qui émergent dans ce secteur de la cybersécurité? Tout évolue très vite, évidemment. Mais d'ici, est-ce que vous arriveriez à nous dire d'ici 2-3 ans, on ne va pas se projeter à 15 ans, parce que je pense que c'est juste pas possible, mais d'ici, est-ce que vous voyez arriver des tendances là, pour les prochaines années? Alors, en termes de défense, il y a beaucoup de choses, effectivement, aujourd'hui qui sont
qui sont émergentes, l'analyse de binaire par exemple pour faire de l'analyse de malware. Donc il s'agit attendez, oui, attendez, je vais définir. Il faut définir. Il s'agit en fait d'ouvrir l'intérieur d'un programme informatique pour vraiment regarder comment est-ce qu'il est construit et d'être capable de déterminer si on reconnaît des éléments dans son ADN, en fin de compte, qui sont malveillants. Donc ça, ce sont des choses qui sont émergentes. Mathieu, vous parliez du zéro trust. Effectivement, ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est très important et je dirais dans une phase de démocratisation. Et je pense la grande tendance des quelques prochaines années. Après, c'est difficile dans notre métier de prévoir le futur, puisque si on peut évidemment parler des technologies qui sont émergentes d'un point de vue défense, il faut voir que de l'autre côté, les attaquants ne dorment pas non plus. Et donc, on voit des attaques... Tout le monde évolue côte à côte. Voilà, on voit des attaques de plus en plus perfectionnées ou de plus en plus industrialisées. Et alors, je vais prendre un exemple peut-être un peu bête, mais je pense qu'en ce moment, on reçoit tous des SMS qui nous disent qu'un colis Chronopost est en attente quelque part. Ça, c'est déjà une cyberattaque. Et je veux dire, cette vague, on voit qu'elle est récente. C'est-à-dire que c'est une vague qui a quelques mois. Et elle va s'arrêter, elle va être remplacée par autre chose. Et je veux dire, ça va être très difficile de prévoir quoi. Donc aujourd'hui, il y a, je dirais, deux grandes branches. Il y a une branche purement technologique, effectivement, avec le Zero Trust, avec la détection, la décomposition de binaires, par exemple. Et il y a une branche qui est plus organisationnelle, qui est plus humaine, donc tout ce qui a trait à l'entraînement, à la sensibilisation, à la mise en place de bonnes pratiques, donc qui est un angle moins technologique, hein, très clairement, puisque là on parle de sciences humaines, mais qui est très très important si on veut effectivement que les utilisateurs soient aussi en capacité de répondre à ces menaces et d'anticiper ces menaces. Et c'est là où on reboucle sur les enjeux réglementaires. Il faut vraiment que tout le monde, des deux côtés du spectre, tout le monde converge vers cet effort pour... Écoutez, merci beaucoup. Grâce à vous, on a une bonne vue de ces enjeux. On voit qu'on est passé de sujets très techniques à la guerre en Ukraine. Donc la cybersécurité vraiment façonne la modernité aujourd'hui. Mais on a des questions de nos auditeurs. Et la première, je veux savoir, est-ce que la recrudescence du risque cyber, est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour l'assurance? Je ne sais pas, peut-être François, si vous voyez... Alors, je vais pas répondre seul, mais en tous les cas, déjà pour un constat premier, il y avait une étude d'un assureur qui a été menée auprès des entreprises, des PME françaises l'année dernière, qui était arrivée à la conclusion que 80% des PME françaises n'avaient pas de plan de remédiation en cas de cyberattaque. Ah bah ça simplement, elles se font attaquer, elles ne savent pas quoi faire. Donc ça continue à parler évidemment sur l'opportunité marché. Et je dirais, ma réponse à moi, ça va être les deux. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a un enjeu immédiat que les assureurs n'ont pas anticipé peut-être. L'explosion du risque cyber tel qu'on l'a connu et l'industrialisation des menaces, donc ce qui entraîne, je veux dire, les difficultés qu'ils ont pu avoir et qui ont été largement publicisées. Sur le long terme, en revanche, c'est un nouveau risque et c'est une question de savoir l'adresser pour un assureur, pour savoir y répondre et de modéliser un modèle, d'être capable de mettre en place un modèle. Voilà. Mais en fait, la difficulté du risque cyber par rapport à un risque traditionnel, c'est un risque qui est très évolutif. Comme on l'a dit, les choses vont vite, les technologies vont vite des deux côtés, ce qui nécessite que l'entreprise qui est assurée continue à rester à niveau pour pouvoir continuer à être efficace dans sa protection. L'enjeu, en fait, c'est de pouvoir pricer les risques correctement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très compliqué. Mais je dirais que ce développement de la cyberassurance, par exemple, c'est un accélérateur aussi pour que les entreprises s'équipent en solutions de cybersécurité. Parce que si vous voulez souscrire à un contrat de cyberassurance, vous devez avoir un minimum d'équipement. Parce qu'une compagnie d'assurance ne va pas vous couvrir si vous dites « j'ai aucun antivirus, j'ai aucune solution de protection, tout est ouvert, mais si je me fais attaquer, protégez-moi ». Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc c'est vrai que beaucoup d'entreprises veulent une cyberassurance parce que ça fait du sens, en effet. Une entreprise est là aussi pour couvrir ses risques. Donc ça en fait partie, mais en contrepartie, elle doit investir massivement dans ce domaine-là. Et c'est vrai que pendant un petit moment, ces entreprises ont eu du mal à pricer le risque cyber, parce que ce n'est pas un risque vie, on manque de statistiques. Et les assureurs souvent, travaillent sur les tables d'actuariels sur des décennies, et là c'est sûr que c'est compliqué. Et souvent, les entreprises qui s'en sortaient le mieux, celles qui étaient précurseurs dans ce domaine, parce que c'est elles qui avaient le plus long historique de sinistralité cyber. Du coup, ils arrivaient à pricer. Elles arrivaient... Alors, après, c'est un petit peu mieux que les autres, mais ça n'a jamais vraiment été très parfait. C'est vrai qu'au début, en plus, il n'y avait pas beaucoup de demandes en termes de minimum de protection cyber pour les entreprises.
Donc c'est un autre secteur lié à la cybersécurité, l'assurance, dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'on a une autre... C'est une analogie qui fonctionne pour l'assurance aussi en risque cyber, c'est qu'aujourd'hui on ne pourrait pas avoir d'assurance contre les incendies si on refuse de déployer des extincteurs. Oui. Et là on est vraiment sur ce stade-là, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'extincteurs. On a une seconde question. Est-ce que du point de vue des marchés, le risque cyber est corrélé à la tech? Peut-être en deux mots. En deux mots, François. Oui et non. Ouais. Bon, oui et non, en deux mots. Là, voilà, oui et non, voilà, c'est fait. Non. Naturellement, les entreprises cyber sont des entreprises de technologie, donc il y a forcément un élément de corrélation avec l'ensemble du secteur, mais simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une composante, je dirais, de résilience essentielle. Je dirais la cybersécurité, ce n'est pas un accessoire. On a beaucoup de choses qui peuvent être accessoires dans la technologie. La cyber n'est pas du tout accessoire. Donc ça lui confère cette caractéristique, et ce qui fait que ce n'est pas, tout à fait corrélé non plus à la tech. Alors, c'est lié à l'innovation, c'est-à-dire qu'on a connu des grandes vagues d'innovation dans la tech, et la cyber en a profité, parce qu'elle a dû aussi, je dirais, protéger ces nouveaux risques. Mais voilà. D'accord. Alors Mathieu, une autre question pour vous, c'est sur l'ESG. Est-ce que les critères ESG sont pertinents? C'est vrai que vous allez nous expliquer, mais ça ne semble pas évident d'emblée. Est-ce que c'est pertinent pour l'ESG, c'est toujours pertinent quand on investit. Pourquoi? Alors, bien sûr, on a envie d'améliorer la planète, notre environnement, etc. Mais l'ESG, c'est aussi, il faut bien voir ça comme un excellent outil de gestion des risques. C'est-à-dire que si on arrive à éviter les entreprises qui polluent, les entreprises qui vont fouetter leurs salariés, et les entreprises qui ont une gouvernance catastrophique, on sait qu'on va éviter un impact négatif sur le bilan et le compte de résultat de l'entreprise dans les années à venir. Alors c'est vrai que quand je vais analyser une entreprise de cybersécurité, l'impact environnemental, c'est vrai qu'il est assez limité. On a des entreprises de software qui mettent souvent leurs données dans des data centers qui utilisent des énergies renouvelables quasiment à 100%. Donc c'est que l'impact environnemental, bon, c'est très rapide. L'impact social, c'est très rapide aussi. C'est des armées d'ingénieurs qui sont généralement bien rémunérés, qui ont de beaux bureaux, des bonnes conditions de travail, donc ce n'est pas forcément un sujet. Là où on est beaucoup plus, je dirais, regardant, c'est la partie gouvernance. À la fois la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire souvent ces entreprises ont été fondées par des personnes qui sont toujours présidents, directeurs généraux, donc cumulent des pouvoirs. Donc la question c'est est-ce que l'intérêt des investisseurs minoritaires comme nous est bien respecté? Et puis il y a toute cette partie aussi de protection des données. Qu'est-ce qui est mis en place au sein de l'entreprise pour aller protéger les données et s'assurer qu'elles aussi ne risquent pas d'être piratées ou qu'en tout cas leur solution contribue à éviter d'être piratée. Donc c'est que la partie gouvernance, pour moi, quand j'analyse une société d'un point de vue ESG, est peut-être la lettre qui a le plus d'importance. D'accord, ouais, donc l'ESG, de toute façon, quand on investit... s'applique toujours. Oui, en fait, l'ESG, c'est quelque chose dont tout le monde parle et ça peut paraître pour quelque chose qui est à la mode. Voilà, on parle d'ESG tous les jours dans les médias, il y a eu la COP27, on se dit voilà. Mais au-delà de ça, d'un point de vue purement investissement, c'est un outil de gestion des risques extraordinaire et il faut le prendre comme tel. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ce bel aperçu des enjeux de cybersécurité. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous éco-responsable.